Bien, Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, voilà maintenant plus de 2 mois que votre gouvernement fait assaut de communication pour vendre à l'opinion publique ce budget comme étant le budget de réponse à la crise des « gilets jaunes ». Cette crise des « gilets jaunes » n'est ni une simple saute d'humeur, ni un coup de colère passager. Ce mouvement est l'expression de la crise sociale profonde que connaît notre pays depuis trop d'années. Le problème est ancien, donc, mais votre politique, messieurs les ministres, menée depuis 2 ans et demi, n'a fait qu'aggraver la situation. Que nous dit ce mouvement ? Il nous dit d'abord que nos concitoyens ne supportent plus de ne pas être entendus, ni compris, ni même parfois considérés comme faisant partie de la population par un pouvoir parfois jugé comme technocratique et arrogant, donnant l'impression de prendre des décisions selon une logique de tableau Excel, davantage qu'en étant immergés dans la vie réelle. Ces sentiments sont largement partagés par ceux dont le président Macron a dit un jour qu'ils ne sont rien, ou encore ceux qui ne figurent pas parmi les bienheureux premiers de cordée. Plus que jamais, notre société est profondément fracturée. La France d'en haut et la France d'en bas de notre ancien collègue Jean-Pierre Raffarin, la fracture sociale portée en son temps par le candidat Jacques Chirac, où la France périphérique d'aujourd'hui se révolte et dit sa colère de ne pouvoir mener une vie décente, une vie tout simplement normale. Notre République va mal parce que notre société voit des inégalités de plus en plus fortes. Les rapports successifs, notre vécu quotidien le démontrent régulièrement. Votre politique, quoi que vous puissiez en dire, aggrave cette situation. En 2018, le taux de pauvreté a augmenté de 0,6 % pour atteindre 14,7 % de la population, près d'un Français sur 7 sous le seuil de pauvreté dans notre pays, 6e puissance économique mondiale, 3e au plan de l'Union européenne. Concrètement, au-delà de ce pourcentage, ce sont 400 000 personnes qui ont basculé dans la pauvreté qui concerne aujourd'hui plus de 9 millions de nos concitoyens. Un chiffre en hausse qui se trouve être le plus élevé depuis 2011 et qui n'a été dépassé qu'à 2 reprises depuis 23 ans, en 1996 et en 2011. Et du côté des premiers de cordée, où en sommes-nous en cette année 2019 ? Eh bien, ne soyez pas inquiets, mes chers collègues, soyez même enthousiastes. De ce côté-là, tout va bien. Merci pour eux. Et ces premiers de cordée ont toutes les raisons de se féliciter des choix économiques et fiscaux du gouvernement de M. Macron. Les mesures socio-fiscales mises en place par le gouvernement en 2018 ont augmenté le niveau de vie des Français de 1,1 %, mais elles ont surtout avantagé les 10 % de nos concitoyens les plus aisés. Cette catégorie a gagné 790 € de niveau de vie par an, en moyenne, contre 130 à 230 pour le reste de la population. Les plus grands bénéficiaires des réformes de l'exécutif ont été, bien sûr, les détenteurs de capital. Le remplacement de l'ISF par l'IFI est notamment chiffré à 10 000 € de hausse de revenus disponibles pour les ménages concernés. Selon l'Institut des politiques publiques, l'effet cumulé des mesures fiscales et sociales prises en 2018, 2019 et 2020 entraîne une hausse de plus de 23 000 € pour les 0,1 % les plus riches de la population, ce qui, concrètement, concerne les foyers fiscaux dont le revenu annuel est supérieur à 700 000 €. Voilà la réalité, voilà la traduction concrète de vos choix, messieurs les ministres. Après le grand débat, plus rien ne devait être comme avant. Nous allions entrer dans l'acte 2 du quinquennat et ce budget allait donc traduire en actes concrets le virage social annoncé. Vous nous dites vouloir rendre du pouvoir d'achat aux Français. Le récit est peaufiné, millimétré et colporté à l'envi via médias et réseaux sociaux interposés. Votre gouvernement ne revient pas sur les mesures fiscales en faveur des plus riches, engagées en 2018. Loin d'un tournant social, nous sommes davantage dans une pause tactique de votre part. Votre maître mot dans ce budget, c'est la baisse des impôts. Présentée ainsi, l'affaire paraît séduisante. Cela signifie qu'il y aura mécaniquement moins d'argent dans les caisses de l'État, mais derrière une communication tonitruante se dissimule une toute autre réalité. Moins d'argent dans les caisses se traduit par l'austérité pour nos services publics, moins de crédits pour répondre aux urgences sociales et climatiques. La baisse de l'impôt sur les sociétés va se poursuivre, vous l'avez confirmé. Des milliards d'euros vont être versés sans condition, alors que certains de ces grands groupes continuent de délocaliser leurs usines à l'étranger dans des pays à bas coûts de production. Ce nouveau cadeau pour le capital représente en fait 2,5 milliards d'euros en moins pour notre budget, pour nos hôpitaux, nos retraités, nos communes et la transition écologique. Ce n'est pas l'impôt qui est le problème, c'est l'injustice fiscale qu'il faut combattre.
L'impôt donne à l'État les moyens de construire une société solidaire et juste. Je reprendrai à mon compte cette phrase d'Henry Morgenthau, secrétaire d'État au Trésor du président Roosevelt dans les années 30. Il disait ceci: « L'impôt, c'est le prix à payer pour vivre dans un monde civilisé. » Le consentement à l'impôt s'appuie sur des principes de justice fiscale, de progressivité et surtout sur l'idée que personne ne doit échapper à l'impôt, et notamment les contribuables les plus importants. À ce propos, Monsieur le ministre, nous sommes demandeurs d'informations détaillées sur la mission qui fut confiée à la Cour des comptes le 25 avril dernier par le Président de la République lors de sa conférence de presse clôturant le grand débat. Cette mission consistait en une évaluation du montant de la fraude et de l'évasion fiscale pour notre pays. Ce rapport devait être rendu avant le débat budgétaire au Parlement. Nous sommes le 21 novembre, le texte arrive au Sénat et nous n'avons plus aucune nouvelle. D'autant plus inquiétant que dans ce PLF ne figure véritablement aucune mesure significative de lutte contre l'évasion fiscale. Est-ce à dire que vous considérez que le problème serait complètement et définitivement réglé? Nous formulerons de nombreux amendements dans les débats à venir. La justice fiscale est notre boussole. Nous proposerons le rétablissement de l'ISF ainsi qu'un barème avec un nombre de tranches supérieur afin que les petits revenus payent moins et que les plus gros payent davantage. Nous proposerons également des amendements visant à réformer la TVA, faible sur les produits de première nécessité, forte sur les produits de luxe dont le commerce se porte bien, à ce qu'on nous dit, considérant que le commerce se porte à merveille, une hausse de 10,8% en 2019 selon le revue spécialisée. Voilà un effet de ruissellement évident de la suppression de l'ISF et de la mise en place du PFU. Oui, messieurs les ministres, ce sont bien les plus modestes qui subiront les effets de vos choix économiques et fiscaux. Votre baisse d'impôt sur le revenu ne profitera évidemment pas à ceux qui ne gagnent pas assez d'argent pour être imposables. Vous proposez de faire des économies sur la santé, le logement, sur l'assurance chômage, sur les APL à nouveau, sur la vie étudiante et nos services publics de proximité. Vous avez fait le choix très libéral de vendre nos bijoux de famille avec la privatisation des groupes Aéroports de Paris et Française des Jeux. Selon votre conception, pour que le travail paye, il faut passer via la caisse d'allocation familiale, par la prime d'activité, via l'État, par les baisses d'impôts, et via la sécurité sociale, par des allègements de cotisations. Bref, c'est à la solidarité nationale, c'est-à-dire nous toutes et tous, de payer ces augmentations de salaire. On n'augmente pas vraiment les salariés, alors même que la distribution des dividendes bat encore des records cette année dans notre pays. Dans votre stratégie de communication, vous mettez en avant la restitution de pouvoir d'achat aux Français par le biais de la suppression de la taxe d'habitation. Très bien, séduisant. Mais il convient ici de bien analyser les conséquences pour les collectivités de cette décision. Cela vaut pour les communes, mais aussi pour les départements. Ceux-ci ont clairement exprimé leur désaccord avec votre proposition de remplacer la taxe d'habitation des communes par la taxe sur le foncier bâti, perçue jusque-là par les collectivités départementales, d'autant plus que l'année de référence serait 2017 et non pas 2019. Lors du récent congrès de l'Association des départements de France, les présidents, dans leur diversité politique, ont exprimé clairement leur opposition à cette mesure. De très nombreux départements connaissent déjà des situations financières très tendues. Ils considèrent aussi que les propositions gouvernementales demeureront inacceptables si les départements ne conservent pas une liberté. Et c'est bien là une deuxième pierre d'achoppement, celle de l'autonomie financière des collectivités. Le projet de compenser les pertes par une part de TVA contrevient à ce principe. Seul l'État a la maîtrise des taux de TVA, sans compter les aléas qu'elle peut subir en fonction de l'intensité de la consommation et donc de la croissance économique. Certes, on nous promet la compensation à l'euro près, mais les élus sont échaudés. C'est une histoire qu'on a déjà entendue. Et on sait que les engagements de l'État peuvent rester très souvent bien aléatoires. Non, décidément non, monsieur le ministre, messieurs les ministres, le compte n'y est pas pour les départements non plus. Dans nos communes et les territoires ruraux, la disparition des services publics se confirme d'année en année. Là encore, cette revendication s'est fortement exprimée dans le grand débat et le mouvement des Gilets jaunes. On cherche également dans ce PLF la marque d'une grande ambition sur la transition énergétique et le réchauffement climatique. Ce budget 2020 ignore, comme l'urgence sociale, l'urgence climatique. Certes, on évoque une augmentation de 800 millions d'euros des crédits pour la transition écologique, et si Bercy a distribué un petit livret vert pour vendre ses actions, les choses ne bougent guère sur le fond. Les experts sont d'accord pour estimer qu'il faudrait investir 30 milliards d'euros dans la transition écologique. Les taux des emprunts sont actuellement négatifs pour les prêts jusqu'à 15 ans de maturité pour notre pays. Ce serait sans doute là le moment ou jamais de profiter de cette occasion historique.
Les besoins sont pourtant clairement identifiés. Il faudrait rénover 7 millions de logements, qui sont de véritables passoires thermiques, soit au rythme d'au moins 700 000 logements par an. Nous en sommes aujourd'hui péniblement à 250 000 rénovations, dont seulement 40 000 rénovations complètes. À l'évidence, nous prenons du retard. Sur la thématique des transports, il y a trop peu dans votre budget pour investir massivement en faveur des transports ferroviaires, quasiment rien ou si peu pour le fret, pour améliorer le transport des voyageurs avec plus de dessertes et des billets moins chers. Dans le même ordre d'idées, le Gouvernement serait bien inspiré d'accompagner les collectivités qui s'engagent de plus en plus nombreuses vers un processus de gratuité des transports collectifs. Le temps est venu d'une autre politique budgétaire, d'une autre logique de gestion. La réduction dogmatique de la dépense publique nous a amenés dans l'impasse. Il nous faut, messieurs les ministres, changer le logiciel de votre politique. Pour sortir de cette impasse, il aurait fallu s'attaquer aux près de 500 niches fiscales représentant un total de 100 milliards d'euros. Le seul CICE, aujourd'hui transformé en baisse des charges, aura coûté 100 milliards depuis sa création pour générer péniblement, nous dit-on, 130 000 emplois. Vous n'annoncez rien de neuf en matière de lutte contre toutes les pratiques d'évitement de l'impôt, toujours à l'œuvre dans notre pays. Des dizaines de milliards d'euros échappent à la collectivité. C'est une lutte sans merci qu'il faut livrer contre ces pratiques scandaleuses. Il y a là des ressources abondantes à récupérer pour répondre aux grands défis de notre temps. Dans cet esprit, nous déposerons un amendement sur la mission « Gestion des finances publiques » afin de décider la création d'un observatoire de la fraude fiscale. Excellente idée, monsieur le ministre, lancée avec fracas il y a 1 an, perdue dans les limbes aujourd'hui de la communication politique. Cette idée, nous la reprenons à notre compte et ce gouvernement ne manquera pas de la saluer et de la soutenir. Nous en sommes convaincus. Certes, notre pays n'est pas une exception dans le monde, mais toutes les estimations disponibles montrent qu'en France, les montants de la fraude sont très élevés. La multiplication des affaires montre d'ailleurs qu'elles se sophistiquent et qu'elles demeurent extrêmement coûteuses. Il faut aussi relever que les effectifs du contrôle fiscal baissent depuis plusieurs années, ce qui se traduit par une baisse du nombre des contrôles et par conséquent par une baisse des résultats du contrôle fiscal. Toujours cet écart saisissant entre une communication brillante et abondante et la réalité des faits, des choix faits par votre gouvernement. Pour conclure, ce budget est selon nous très loin de répondre aux aspirations légitimes exprimées dans notre pays de manière de plus en plus marquée. Un budget, c'est l'outil de la justice sociale, de la justice fiscale et du progrès pour la société. Monsieur Macron, président des riches, voilà une étiquette dont vous aurez du mal à vous débarrasser, à l'instar du fameux sparadrap du capitaine Haddock dans l'affaire Tournesol.